Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue donc pour cette nouvelle saison de l'Université populaire d'histoire. C'est la 10e saison à Pessac. Et c'est la 2e dans sa version, l'Unipop de Ville-en-Ville. Et donc bienvenue pour cette soirée. On est vraiment ravis d'accueillir deux invités pour une avant-première exceptionnelle du film Le Tigre et le Président. On a la très grande chance d'accueillir à la fois le réalisateur, Jean-Marc Perfit, qui n'est pas tombé du train. Il est avec nous. Bonsoir. Et nous avons la chance également d'accueillir le biographe de Paul Deschanel, Thierry Billard. Bonsoir. Voilà, donc vous vous souvenez, les années passées, on a souvent accueilli à la fois un réalisateur et un historien sur un sujet d'histoire pour échanger. Après un film, donc on aura cette discussion qui, je pense, sur un film original avec une démarche également originale, on va pouvoir avoir vraiment des échanges très fructueux. Un petit mot peut-être de chacun d'entre vous pour dire bonjour déjà, bonjour, et puis peut-être un mot sur votre film et sur votre livre. 2 mots simplement. Et dire merci beaucoup d'être venus si nombreux. J'espère que vous ne serez pas déçus. C'est une des premières fois qu'on le présente, le film, donc je serai très heureux d'avoir des retours. Et je suis aussi très heureux de le faire avec Thierry Billard, dont le travail a été très inspirant, parce que je me suis vraiment inspiré de la réalité historique pour faire une fiction. C'est une fantaisie sur Paul Deschanel et sa rivalité avec Clémenceau. Donc voilà, j'espère que vous aimerez. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être là. Je suis très heureux aussi d'être présent. J'espère que vous allez aimer le film. Moi, j'aurai un regard d'historien et je connais bien effectivement l'histoire de Paul Deschanel, donc ça va être très intéressant et amusant de confronter la fiction, la fable, la poésie de ton film avec la réalité historique. Et Deschanel n'était pas si fou qu'on l'a dit. Vous allez, je pense, le voir dans ce très beau film. Merci à tous les deux. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci. Jean-Marc Perfit. Bravo à vous. Et Thierry Billard. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, on va s'installer, si vous voulez bien. Alors, on va pouvoir enchaîner. Merci d'être avec nous. On vient de découvrir votre film, Le Tigre et le Président. Et la première question, c'est pourquoi un film sur Paul Deschanel, ce qui est quand même le président dont on n'a retenu qu'une chose, il est tombé d'un train. Voilà. Peut-être déjà. Donc ça paraît évidemment surprenant. Il n'y a pas que Paul Deschanel, il y a aussi bien sûr Clémenceau. Donc la première question, comment vient cette idée? Comment vous pensez que vous allez pouvoir la mener à bout? Parce qu'il s'agit d'un film d'histoire. On sait que c'est des films qui sont souvent plus difficiles à monter, des reconstitutions, etc. Et puis c'est un personnage qui finalement est totalement méconnu. Oui, mais peut-être déjà, c'est la première raison, c'est qu'il est complètement méconnu et que je trouve que c'est déjà un acte poétique de s'intéresser au mandat présidentiel sans doute le plus négligeable de l'histoire, puisqu'il ne s'est absolument rien passé. Et puis après, moi j'avais une petite histoire personnelle avec Paul Deschanel, qui m'a fait le rencontrer quand j'étais plus jeune. Mon père était blessé, il avait été gueule cassée en Algérie. Et à la maison de Boussy-le-Vieux, caché derrière des grands murs parce que les regards des autres leur étaient devenus insupportables, les gens parlaient de Paul Deschanel en se moquant de lui. Et je me disais, tiens, c'est marrant qu'un type qui est 80 ans après avoir été président de la République, on puisse se moquer de lui. Donc je me souviens de ce sentiment un peu mélangé. Et ça a été le point de départ. Et puis après, j'ai lu le livre de Thierry, qui est d'une précision incroyable et qui m'a apporté beaucoup d'informations que j'ai pu ainsi tordre, parce que je me disais que c'était intéressant de... Il y avait beaucoup de fantaisie qui planait autour de Paul Deschanel et autour de cette époque. Il y avait le début des années folles. Il y avait son rapport avec Éric Satie, il y avait le Véronal qui troublait sa perception. Il y avait Georges Clémenceau qui remettait en scène ces images d'archives que nous on a pris pour la réalité. Donc la réalité n'était plus tellement la même et je trouvais que c'était rigolo
de faire un film un peu poétique comme ça. Alors, non seulement vous attaquez, entre guillemets, hein, à Paul Deschanel, mais vous choisissez un traitement qui lui aussi est original, avec beaucoup de scènes oniriques sur la fin, une forme de comédie finalement, une comédie politique. Complètement. Voilà. Donc c'est pareil, comment finalement vous avez la certitude que c'est cette voie-là qu'il faut prendre, ce qui est quand même assez rare sur les films d'histoire. Hein. C'est arrivé, mais c'est quand même un peu exceptionnel. Je sais pas. En fait, j'arrivais pas à le penser autrement, ce film-là. Ouais. Donc j'aurais aimé. Enfin, je pense que ça aurait été dommage d'en faire vraiment juste un film documentaire. Ouais. Je voulais essayer que ça sente pas le film d'époque, de dépoussiérer un peu les choses et essayer de rendre hommage je trouvais que c'était élégant de rendre hommage par un biais à la poésie de cette époque, à la poésie de cet homme-là, en faisant un film un peu poétique comme ça, plutôt qu'un film vraiment politique où là j'aurais été très strictement battu. Quoi, strictement. Ouais. Alors votre film démarre finalement sur la fin de la carrière de Paul Deschanel. Il devient président de la République, mais il a une très longue carrière avant. Peut-être vous pouvez nous situer un petit peu, parce que c'est la part qui vient avant le film, hein, nous raconter qui était Deschanel. C'est pas par hasard qu'il devient, loin de là, hein, qu'il devient président de la République. Il est très connu, il a une réputation, il a été président de la Chambre. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il était, d'où il venait, et quel était son positionnement politique dans la France de cette époque? Déjà, la première chose importante, effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est un film politique. C'est pas un biopic, c'est pas un film d'histoire où tout est précis, etc. Là, c'est la part de la création, de la créativité du metteur en scène qui s'empare de personnages, d'événements et qui les met à sa sauce. Il y a plein d'éléments dans le livre qui ne sont pas... Pardon, lapsus. Il y a plein d'éléments dans le film qui ne sont pas exacts, mais c'est pas grave, parce que ça nous permet, c'est ce que j'ai aimé, moi qui suis passionné par la Troisième République, ça nous permet de redécouvrir cette époque et de la voir autrement. Après, il faut évidemment faire la part de la fantasmagorie, du jeu des acteurs, du sens des bons mots, etc., même si Clémenceau était le roi de la phrase vache. Il faut faire la part de tout ça pour savoir quelle est la réalité. Alors la réalité concernant Paul Deschanel, c'est pas du tout quelqu'un d'insignifiant. Il a été président de la Chambre des députés à 2 reprises, 4 ans pendant l'affaire Dreyfus et ensuite 6 ans pendant la Première Guerre mondiale. Et à chaque fois, donc, il est élu par les députés. C'est une figure importante de la Troisième République, ce qu'on appelait à l'époque les progressistes, et avec Poincaré, qu'on voit à un moment, et avec d'autres comme Barthou, etc. C'est un des orateurs, c'est une des grandes figures de la Troisième. Les joutes oratoires entre Paul Deschanel et Jean Jaurès, par exemple, sont parmi les plus célèbres de cette époque. C'est donc une figure très importante. Mais avec une particularité, ça, vous le montrez bien, on le voit bien dans le film sur son inexpérience, il n'a jamais voulu être ministre. Parce qu'il considérait qu'en étant ministre, lui qui est un homme de parole, qui est un homme de conciliation, d'arbitre avec tout le monde, en étant ministre, il risquait de se mettre à mal certains ou de prendre des mauvaises décisions. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand il arrive à l'Élysée, il était inexpérimenté. Il n'a pas l'expérience d'un poste ministériel. Et malgré toutes ses idées, malgré tout ce qu'il apprenait pendant 20 ans, 30 ans de carrière politique, il pouvait réformer, il pouvait faire appliquer le vrai rôle d'un chef de l'État sous la Troisième. Il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas. C'est aussi une des raisons de son malaise quand il devient président et de ce qui va entraîner la chute du train, etc. Alors... Clémenceau, dans le film, se moque de lui à plusieurs reprises sur le fait qu'il est belge, il est né en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de son père, en fait, qui est importante par rapport à son côté républicain? Alors effectivement, c'est un républicain pur jus. Son père a fait partie des républicains très tôt, qui ont été les proscrits du 2 décembre. Et lorsqu'il y a eu l'avènement de Louis-Napoléon, Napoléon III, eh bien, ils ont été obligés de partir, de s'exiler en Belgique. Et le parrain de Paul Deschanel, lorsqu'il naît, c'est quand même Victor Hugo. Donc on est vraiment dans une tradition purement républicaine. Et à l'époque, la République, ça veut dire être à gauche. Donc il naît dans cet environnement-là. Et ensuite, quand ils reviennent en France les uns les autres, il fait ses études, il va avoir une carrière assez tôt de secrétaire particulier de président du Conseil, puis de sous-préfet, notamment d'Eure-et-Loire. C'est une des figures du Perche. Et ensuite, il devient une des personnalités importantes de la Troisième République. Voilà. C'est un vrai, effectivement. Alors, dire qu'il est belge, c'est faux. Il est né en Belgique, mais à cause de l'exil.
Voilà. Et donc il devient député, ce qui est très jeune. Hein, c'est vraiment quelqu'un de... Pour dire, il est né en 1855, sa première élection est en 1880, il devient député pour la première fois en 1885, donc il a 30 ans, et il va être député de 1885 jusqu'à son accession à la présidence de la République, non-stop, donc en Eure-et-Loire, à côté de Nogent-le-Rotrou, et à chaque fois élu avec des majorités phénoménales. Voilà, donc c'est un homme qui est très implanté. Très implanté, même s'il n'a pas de permanence parlementaire sur place. Il n'habite même pas sur place, ce qui est assez étonnant. Il est toujours à Paris, mais comme il fait beaucoup parler de lui dans les gazettes, comme il devient une figure importante des salons mondains, on parle de lui comme un grand orateur, et ensuite il devient effectivement membre de l'Académie française, c'est le potentat local, la figure que les Nogentais, les gens d'Eure-et-Loire et du Perche apprécient d'avoir. Alors, vous avez dit qu'il était progressiste. Qu'est-ce que ça signifie en fait à l'époque? Alors, progressiste, ça va vous évoquer peut-être quelque chose aujourd'hui. À l'époque, on disait ni droite ni gauche, ni réaction ni révolution. Aujourd'hui, on dit en même temps, enfin on l'a dit il y a 5 ans, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que progressistes, c'est les gens qui ne veulent pas être conservateurs, donc réactionnaires, revenir à la monarchie, et c'est les gens qui ne veulent pas être socialistes type Jaurès, et encore moins quand ensuite le communisme va arriver. Ce sont donc, caricaturons avec des termes d'aujourd'hui, des centristes. Alors d'abord des centristes de gauche, effectivement toutes les idées qui sont exprimées dans le film sont des idées de Paul Deschanel, alors qu'il a eu tout au long de sa carrière, pas au moment où il veut devenir, pas au moment où il est président, oui. Il veut faire un discours. Il a effectivement pour l'abolition de la peine de mort, pour la représentation proportionnelle, pour le vote des femmes. C'est vraiment quelqu'un qui, la question sociale était un des enjeux majeurs pour lui, c'est-à-dire qu'il faut des lois sur le travail, sur la durée du temps de travail, etc. C'est ça effectivement les progressistes à l'époque. Par exemple, Poincaré, au tournant du siècle, dans 1895 jusqu'à 1900 et quelques, était un progressiste. Et puis ensuite, ces centristes, ils ont évolué, ils ont été plus ou moins poussés vers le centre droit, et pour finir, notamment pour Deschanel, après la Première Guerre mondiale, est plutôt considéré comme un homme de droite. Alors, comment est-ce qu'il accède finalement à la présidence d'abord de la Chambre, vous l'avez dit, hein, pendant l'affaire Dreyfus, pendant la guerre? Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui accède? C'est l'épisode qui précède le film, en fait. Il devient président de la Chambre parce que, d'abord, il y a une majorité progressiste qui arrive, et comme lui est déjà bien avec tout le monde, comme lui sait déjà être un très bon... Il connaît énormément la technique parlementaire. On l'a oublié aujourd'hui, où on est habitué, même si ça a changé depuis peu, à avoir un Parlement qui suit plus ce que veut le président qu'autre chose. À l'époque, le président de la Chambre donc, est élu évidemment par les sénateurs, et le président de la République est élu par les sénateurs et les députés. Donc en fait, les vraies campagnes électorales, elles se déroulent un petit peu dans la presse, mais surtout dans l'hémicycle, dans les coulisses, etc. Et lui, il est très bon. Il est très bon sur ça quand il devient président de la Chambre en 1898, donc au moment de l'affaire Dreyfus, qui déchire totalement les partis et à l'intérieur des partis. Lui, il a une position de vouloir concilier tout le monde. Et dans une période de tension, il veut essayer d'apaiser, de concilier. Et il va le faire pendant 4 ans, et en étant élu à chaque fois avec des majorités importantes. Et quand il devient en 1912 à nouveau président de la Chambre des députés, c'est pour les mêmes raisons, parce qu'on reconnaît que c'est un très bon président de la Chambre de conciliation. C'est vraiment l'arbitre au-dessus des partis. À une époque où il y a énormément de partis politiques, de groupes qui se déchirent, lui, il réussit à concilier. Il parle aussi bien aux catholiques, qui jusqu'ici ne veulent pas considérer la République, qu'à des gens de gauche. Il a très bonne relation avec Jaurès, etc. Bon, son seul ennemi, effectivement, c'est Clémenceau, mais ça, on le voit bien dans le film. Et c'est une véritable animosité entre eux. Ils sont même d'ailleurs battus en duel. L'épisode est assez croquignolé, raconté des deux côtés. On a la version de Clémenceau qui se fout de Deschanel et la version d'Ami de Deschanel qui raconte en disant finalement il a gagné. Bon, ça c'est la vie politique, il faut toujours avoir les deux côtés. Donc ils ont réellement eu un duel quand même. Ah oui, ils ont vraiment eu un duel, tout à fait, ça c'est sûr. Ici, ils s'en sont sortis tous les deux. On a oublié, c'est que Clémenceau, c'est une des raisons de l'élection de Deschanel, hein. Clémenceau a dit du mal de tout le monde, tout le temps. Clémenceau a été un très bon chef de presse, hein, puisqu'il avait la libre... J'ai oublié le titre de son journal, j'ai un trou, pardon. Il avait son journal et il disait dans ses éditos du mal en permanence de tous les politiques. Donc déjà, ça aide pas. Quand il est député, à chaque fois, il ne peut pas s'empêcher non plus de dire du mal les uns ou les autres. Donc quand il se présente, enfin quand on le présente, parce que c'est pas lui qui a envie d'y aller, on le pousse un peu en se disant bon, il est le père de la victoire, il devrait gagner. Quand il se présente à l'élection présidentielle, enfin devant les parlementaires, il a forcément face à lui tous ceux de qui il a dit du mal. Donc il a peu de chance en vérité de gagner.
Alors, par exemple, il disait de Briand, si je suis élu, il fera le pied de grue pendant 7 ans à l'Élysée, il ne sera jamais président du Conseil. Donc, ça, effectivement, Briand a tout fait contre lui. Il a dit certains sénateurs qui venaient le voir en disant est-ce que vous allez vous présenter ou pas? Le sénateur lui répond je ne comprends pas. Et Clémenceau lui répond évidemment, vous n'avez jamais rien compris. Enfin, c'est en permanence ce genre de phrase. Donc, il a forcément des tas de gens contre lui qui vont se liguer en disant on n'a pas envie de lui à la présidence de la République. En plus, et ça on le voit dans le film, en plus, Clémenceau a toujours dit effectivement que la présidence de la République était aussi utile que la prostate. Et on le présente. C'est pas vraiment très cohérent. Alors, donc, vous touchez là un des points essentiels par rapport au public d'aujourd'hui, c'est que le président de la République, à cette époque-là, sous la Troisième République, il n'a quasiment aucun pouvoir. En fait, c'est pas vrai. Il a des pouvoirs, mais ils ne sont plus appliqués depuis McMahon. C'est-à-dire depuis qu'il y a eu une volonté où un président de la République a tenté de vouloir passer par-dessus la Chambre, ses pouvoirs ont été reniés. Mais dans la Constitution même, il pourrait avoir des pouvoirs. Le problème, c'est que la tradition fait que personne n'a osé bousculer ceci. Et l'erreur, la naïveté de Paul Deschanel tout au long de sa vie, et il a écrit dans de nombreux discours, était de dire que moi, si j'arrive à l'Élysée, je saurais, par mon côté arbitre, par ma conviction, faire appliquer la lettre de la Constitution. Et c'est là où il s'est trompé. Et c'est aussi ce qui explique son malaise. C'est finalement la tragédie de cet homme politique, parce qu'il a sûr. poursuivi un objectif sur lequel il s'est trompé sur la nature politique de la fonction qu'il a visée. Alors c'est là, par exemple, où je ne suis pas d'accord sur la petite scène, même si elle est très belle, j'allais dire romanesquement, de la rencontre entre Poincaré et Deschanel, quand Poincaré lui dit on ne peut rien faire. Poincaré était, par exemple, un des présidents de la République, qui était président pendant la Première Guerre mondiale, a réussi vraiment à influencer, à faire passer des messages et à avoir un rôle sur la conduite du pays. Félix Faure, par exemple, on l'ignore, on a l'impression que c'était un président, bon, la fin aussi est un peu étonnante, mais pendant les 4 ans de son mandat, il a nommé à la présidence du Conseil des hommes qui étaient des hommes de gauche, alors personne n'en voulait jusque-là. Donc ils peuvent avoir un rôle. Encore faut-il avoir la force psychologique, mais surtout l'autorité pour l'imposer aux présidents du Conseil qui sont là. Par exemple, là, on le voit dans le film. Bon, Millerand est un personnage effectivement très truculent tel qu'il est présenté, mais Deschanel n'avait pas de pouvoir sur Millerand parce que Millerand, c'est Poincaré qui l'avait désigné. Donc il était pieds et poings liés, en fait, Deschanel. Alors, un des points essentiels sur le personnage de Paul Deschanel qu'on retrouve dans le livre et dans le film, c'est un homme de parole, un homme de discours. Il y a ce fameux discours qu'il doit écrire, etc. Et c'est vrai qu'en lisant la biographie, on replonge dans cette époque où la parole, au sein de la Chambre, il y avait des joutes oratoires, il y avait vraiment un art de la rhétorique qui était développé. Comment vous avez travaillé cette partie-là ? Parce que dans l'écriture proprement dite, est-ce que vous êtes inspiré de certains de ces discours ? Comment vous avez écrit ? Oui, grandement. J'ai eu la chance de lire, je crois que c'est 12 livres de recueil de discours sur des questions comme le social, la démocratie. Et moi, ça a été mon entrée dans le personnage quand j'ai commencé à lire et à être séduit par à la fois la forme qui était vraiment littéraire absolument magnifique et des idées que je trouvais assez novatrices pour l'époque. Donc j'ai fait un petit florilège, j'ai fait des fichiers Word à force de... Et oui, à chaque fois je réduisais, et tout le travail de Jacques Gamblin a été vraiment d'arriver à se le mettre en bouche et à le moderniser. Parce qu'on a des enregistrements de Paul Deschanel qui disaient... Ce qu'on voit dans le film. Ce qu'on voit dans le film, tout à fait, ce qui était moderne à l'époque, parce que le disque c'était plutôt pour la musique classique uniquement. Et donc il s'était enregistré parce qu'il voulait... On parle d'une époque où il y avait quand même à peu près la moitié des gens qui ne savaient pas trop lire, quoi. Donc c'était compliqué les discours sur les affiches, dans les journaux. Et donc lui, il faisait des disques, on entendait une voix, enfin une prosodie qui était vraiment la France des tranchées et tout ça. Et Jacques a réussi à s'approprier les choses et à les moderniser. Je trouvais que c'était un des enjeux principaux pour faire croire à ce personnage. C'est un des grands contrastes de cette époque avec la nôtre. Effectivement, les hommes politiques à l'époque écrivaient leurs discours, les écrivaient eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de co-auteurs, on le sait très bien. Écrivaient eux-mêmes leurs discours et avaient
effectivement, c'était l'époque qui voulait ça, mais avait le sens du verbe, le sens du mot, de faire des phrases très musicales, etc. On était très loin des 140 signes d'un tweet et des petites phrases d'aujourd'hui, même s'il y avait les mêmes vacheries, on l'a vu. Mais il y avait effectivement la tribune, c'est vraiment les tribuns, le mot vient de là, c'est on est à la Chambre et on va faire des grands discours, et c'est parce que les discours sont reproduits au journal officiel, sont imprimés, ça fait partie de la spécificité de la France sous la Troisième République. Alors, dans votre livre, vous soulignez le fait que, finalement, il est considéré comme un des hommes politiques les plus éloquents de son époque, si ce n'est le plus éloquent. Oui, tout à fait. C'est important parce que... C'est le troisième personnage de l'État, donc effectivement, politiquement, il représente quelque chose, et c'est un des plus grands orateurs de cette période de la Troisième République. Ouais. Alors, comment vous avez travaillé, ou choisi et travaillé avec vous avez parlé déjà de Jacques Gamblin, mais aussi avec André Dussolier. On a deux figures extraordinaires. Alors, et Clémenceau, c'est pareil. Comment vous avez... On a parlé beaucoup de Deschanel, mais c'est bien d'aller aussi vers Clémenceau. Comment vous avez façonné votre Clémenceau à vous, qui est quand même pas tout à fait le Clémenceau? C'est pas le vrai Clémenceau, oui. On a fait une petite image d'Épinal, mais il était tellement truculent. Enfin, déjà, on voulait en faire un personnage de comédie de Clémenceau, avec sa verbe, sa cruauté, ses phrases lapidaires. Où on voulait vraiment. Enfin, on s'est amusé avec André Dussolier, vraiment à recueillir toutes les phrases et à essayer de se les mettre en bouche, et puis avec un acteur qui maîtrise à ce point-là sa voix, puisqu'il savait qu'il n'avait que ça, puisqu'il avec sa grosse moustache, il savait qu'il perdait quand même beaucoup d'intention de jeu. Il avait que la voix pour faire passer toutes les intentions, et voilà, on a travaillé sans cesse. Ça a été sur 3-4 mois, ça a été vraiment, je pesais chaque phrase, et c'était un plaisir assez fabuleux de faire ça avec André. Oui, j'imagine, oui. Alors, sur les idées de Paul Deschanel, les idées, on va dire, progressistes, un peu visionnaires, vous avez parlé de l'abolition de la peine de mort, du vote des femmes, de certaines lois concernant le mutualisme ou le syndicalisme. Quel est finalement l'héritage en termes non seulement d'idées, mais aussi de lois? Il n'y en a pas. C'est le revers de la médaille. C'est que, non, je caricature, il y a eu quelques lois qui ont été votées, etc. Mais dans la mesure où il n'a jamais été ministre, où il a toujours refusé d'être ministre ou président du Conseil, au final, il n'a pas eu suffisamment le pouvoir pour avoir. On ne peut pas dire qu'il y a une loi sur le temps de travail, etc., qui soit signée Deschanel. Il y a eu différents textes, etc., mais ce n'est pas des choses. Vraiment, pour moi, c'est un théoricien. C'est un homme de parole, c'est un théoricien, c'est un discoureur, c'est pas un homme d'action. Et c'est d'ailleurs. C'est ce qu'on lui reprochera, c'est ce que lui reproche Clémenceau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait une telle animosité contre lui. C'est-à-dire que grosso modo, il considérait qu'il parlait beaucoup, mais qu'il faisait pas grand-chose. Alors que c'est une vision totalement différente pour Deschanel. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de texte dont on peut dire c'est lui. Il y a ce côté utopique, il y a ce côté plein de bonnes intentions. Sur les relations internationales, il avait vraiment une prescience incroyable de ce qui allait se passer. Ce qui est dit dans le film est vrai. Sur la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, il disait d'avoir écartelé l'Autriche-Hongrie, etc. On court vers une nouvelle guerre, etc. Il avait vraiment cette prescience. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de texte qui portent son nom. Oui. Alors, on vient sur quand même le point central du film, qui est l'état psychique ou psychologique de Paul Deschanel. Hein. C'est donc cette histoire de Paul Deschanel qui est tombé du train, etc. Mais pas seulement ça. Il y a quand même d'autres comportements qui sont présentés dans le film. Hein. Une forme d'anxiété, voilà, on sent bien qu'à certains moments, il n'est plus à ce qu'il fait, etc. Donc, quelle est la part, je crois que c'est important quand même, la part de vérité ou pas, ou comment vous, de votre côté, vous avez essayé de... Parce qu'on sent bien que voilà, il y a une forme de tragédie qui est poussée à bout. C'est aussi une réflexion sur le pouvoir, sur le fait, à un moment donné, d'être dépassé par le pouvoir. Donc, comment vous avez abordé cette question centrale qui est celle de l'état psychologique de M. Deschanel quand il est président? Parce qu'avant qu'il soit président, il n'y a aucun signe de quelques perturbations, etc. C'est vraiment pendant sa présidence. Je me suis basé là encore sur le travail de Thierry, son livre foisonne et d'une justesse psychologique très importante, et aussi sur le travail d'une thèse du docteur Gérard Miret de l'université de Dijon, et qui développe la thèse notamment donc, du Véronal, qui est ce médicament
qui est uniquement soluble dans l'alcool, qui a très vite été interdit après, parce que beaucoup trop fort, en tout cas beaucoup trop fort pour un être humain et particulièrement pour un président de la République. Et oui, je crois qu'on le donnait à des chevaux après. Vraiment, c'était la même dose. Donc alors c'est présenté comme étant issu de la médecine militaire. Alors ça faisait partie, visiblement, de ce que j'ai compris, ça faisait partie des recherches pour les. Enfin, il y avait vraiment des drames avec des gens qui avaient été complètement traumatisés par ce qui se passait par les obus et par la vie dans les tranchées, et donc ils avaient un médicament qui les assommait, quoi. Enfin, qui leur permettait de pas se blesser eux-mêmes, et pas d'avoir des comportements psychotiques, ou je sais pas. Après, je serais très vite battu sur tous les mots techniques. Mais voilà, nous, on a essayé ça a été notre démarche dans l'écriture du scénario avec Marc Sirigas, de symboliser cette angoisse, qu'elle prenne la forme d'un lustre de plafond un peu trop haut, d'un lustre un peu menaçant parce que c'est les ordres de la République qui le menacent, de cette histoire de costume aussi, que le seul moment où il se sent bien, c'est quand on lui met le costume d'un fils décédé chez les Radeaux, et que parfois son costume s'allonge, parfois qu'il n'est jamais bien dedans, et qu'il reprend une dernière fois du Véronal juste avant d'aller donner son discours, parce que la dame de chambre lui a posé son costume de président. Donc il y avait cette angoisse qu'on a essayé de symboliser comme ça, parce que oui, je pense que ça a été il y a aussi le fait d'avoir réussi peut-être à dépasser le père, qui voulait être président de la République, et voilà. Qui est une figure importante, hein, vous le disiez tout à l'heure. Le père est très important pour lui. Il y a, sur les mots qui assaillent Paul Deschanel, il y a plusieurs choses. Alors déjà, pardon, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est le fameux discours que tu racontes tout au long du film. Il n'a pas du tout... en fait, c'est un discours qu'il a commencé à préparer après sa démission de l'Élysée, et qu'il n'a jamais réussi à prononcer puisqu'il est décédé avant. Donc désolé, c'est totalement ta part d'imaginaire, mais je trouve que l'idée est très belle. Il y a, sur la santé de Deschanel, beaucoup de choses ont été dites, et dans le film, il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies, et il y en a qui sont colportées par Clémenceau, qui sont fausses. Et j'aime bien l'idée d'ailleurs que ce soit colporté par Clémenceau, parce que ça veut dire que c'est Vox Populi qui le raconte, c'est pas la vérité. Bon, ce qui est vrai, effectivement, il a réellement un jour dans un discours, il a rencontré une gueule cassée, il l'a vraiment enserré de cette manière-là. Une fois dans un autre discours, il a bissé, parce qu'il était applaudi, il a bissé une deuxième partie d'un discours. Donc il commençait à y avoir effectivement des symptômes qui traduisaient qu'il n'allait pas bien. En revanche, on dit qu'il est monté aux arbres, ça c'est faux. Parce qu'en fait, on dit qu'il est monté aux arbres, qu'il aurait... avec devant des témoins, on n'a jamais retrouvé les témoins. On a dit qu'il s'était envolé, ça fait partie de la... Oui, ce que dit Clémenceau dans le film. Oui. Ce que dit Clémenceau dans le film, ça c'est de la poésie. On a dit par exemple qu'il avait signé, parce qu'il était fou, des décrets en écrivant Napoléon ou Vercingétorix, ou même que son épouse avait signé à sa place. Ça vient d'un petit bouquin qui est sorti dans les années 30 et qui a été ensuite reproduit par plein de livres d'histoire sur, vous savez, ces livres de journalistes un peu vite faits, notamment publiés au moment souvent de la présidentielle. Et en fait, il y a des études qui ont été vraiment des recherches minutieuses qui ont été faites sur les 7 mois de mandat de Deschanel à l'Élysée, surtout pour vérifier tous les décrets présidentiels sous l'autorité de Jean Favier, qui est une grande figure historique. Aucun décret n'est signé Napoléon Vercingétorix ou ne montre une signature altérée. Il y a plein de choses comme ça qui ont été colportées, qui sont de l'exagération. Et par exemple, à la fin, la scène du bassin de Rambouillet est vraie. Il s'était allé se reposer à Rambouillet, qui est un palais de la République. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé au moment où tu le décris. C'est que ça s'est passé un matin. C'était dans la même situation en fait que dans le train. Il était dans une sorte de ce qu'on appelle un réveil incomplet, sans doute à cause effectivement du Véronal. Et il se levait toujours très tôt le matin. Il est allé dans le bassin et on l'a retrouvé effectivement à mi-hauteur. Et c'est là qu'il a décidé de démissionner. Mais il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de presse et tout. Quant à l'épisode du train, qui là aussi est tout à fait réel, ça a été expliqué effectivement par un médecin, le docteur Logre, qui a appelé ça le syndrome d'Elpenor. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui sont dans un lieu particulier qui n'est pas leur lieu habituel, en l'occurrence la chambre, en l'occurrence le wagon, son wagon dans le train présidentiel, qui sont sous médicaments, en l'occurrence le Véronal, peuvent avoir ce qu'on appelle un état de réveil incomplet. Ce n'est pas du somnambulisme, mais ça s'appelle un réveil incomplet. C'est-à-dire qu'à la fois on fait des gestes et on est inconscient. Et au moment où dans l'épisode du train, on est en pleine nuit, il a effectivement pris du Véronal, et il a chaud, il abaisse
la fenêtre du train, c'est des fenêtres à guillotine qui sont beaucoup plus basses que les trains habituels parce que le président devait pouvoir se pencher pour saluer et applaudir la foule. Il y a un chaos sur la voie et effectivement, il tombe. Et donc ça s'appelle un syndrome d'Elpenor, ça a été étudié. Mais c'est lié aussi à on dirait aujourd'hui, à son burn-out ou à sa dépression qui ont été tout à fait réelles à l'époque. Oui, avec les mots d'aujourd'hui, on peut dire qu'il avait un burn-out, comme vous dites, qui était en fait épuisé et dépressif. Oui, il était épuisé, je pense, par deux choses. D'abord, n'oublions pas, il a vécu les 4 ans de guerre. Alors, en tant que président de la Chambre des députés, à l'angoisse, est-ce que la France va réussir à s'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les généraux nous cachent ou nous cachent pas? C'est lui qui prononçait tous les discours de tous les élus qui étaient morts au combat, donc c'était pas forcément simple. Ensuite, l'angoisse qu'il a eue du traité de Versailles, où il considérait que le traité était très dangereux. Et puis, on va être honnête, aussi le fait qu'il a toujours cru qu'il arriverait à changer le pouvoir en y étant, et quand il découvre qu'il ne peut pas, il dit « j'ai les pieds gelés ». C'est-à-dire que voilà, donc c'est très difficile. Et à partir du moment où il tombe du train, il sait qu'il est ridicule et ça ne fait qu'accentuer son malaise. Mais, ce qui est important à dire, c'est lui qui a décidé de démissionner. On ne le pousse pas dehors. Il avait déjà voulu démissionner après l'accident du train et c'est Alexandre Millerand qui lui avait dit non. Et donc après le bassin de Rambouillet, c'est lui qui décide de démissionner. Et ensuite, il est revenu dans la vie politique en se faisant élire sénateur, etc. Alors, quand on lit les derniers cartons, on a vraiment le sentiment que finalement, votre film est une réflexion sur la postérité. C'est-à-dire que, voilà, Paul Deschanel, qui n'a pas effectivement fait voter de loi, mais qui a eu des visions, des idées intéressantes, qui a fait partie, qui a été au premier plan de la vie politique quand même pendant plusieurs décennies, a été oublié. Même a été ridiculisé. Hein. Le ridicule ne tue pas, mais là, il fait tomber dans l'oubli. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette réflexion sur la postérité? Parce que, en termes d'histoire et de mémoire, ça donne le sentiment que cette postérité peut être injuste, en fait. Ah oui, complètement, ouais. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, quand on parle d'un personnage comme Paul Deschanel, qui a été vaincu sur tous les plans, oui, le pauvre, il n'est vraiment pas resté dans l'histoire. Et cette réflexion, moi, je suis parti aussi de cette idée que Clémenceau, qui avait conscience du cinéma, parce qu'on essaye aussi de réfléchir par rapport à l'image, et du coup à l'image qui restera des gens, des personnages historiques, je trouvais que c'était intéressant que Clémenceau ait remis, enfin moi ça m'a sidéré que Clémenceau ait reconstitué et remis en scène des images de lui dans les tranchées pour être certain de rester dans l'histoire, et que pour nous ça a été des images qu'on a prises pour la réalité, et que en fait c'était jamais qu'une mise en scène. Il se mettait en scène avec Poincaré pour faire croire qu'ils s'entendaient très bien alors qu'ils se haïssaient au plus haut point. D'autres hommes politiques l'ont fait. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Oui, mais c'était vraiment le tout début. Oui, pour le coup, il était inspiré. Le cinéma est encore muet, effectivement, et c'est le début. Alors, on va passer... Pardon. Je trouve que c'est le grand mérite du film, effectivement, cette réflexion sur la postérité, et aussi de montrer la Troisième République. Moi, j'étais agréablement surpris, c'est quand même que quelqu'un ait l'envie, le courage un peu aussi, au sens où c'est quand même pas une époque qu'on aime beaucoup, que quelqu'un ait envie de raconter cette époque. Et en fait, d'une certaine manière, tu réussis à nous la faire, non pas peut-être pas rêver, mais en tout cas à nous la rendre différente, plutôt drôle, etc. Alors il y a des choses à dire sur l'aspect historique, mais c'est pas le sujet. Là, on est sur une fable, on est sur une comédie, et je trouve que c'est bien qu'elle puisse réapparaître. Quant à la postérité concernant Deschanel, paradoxalement, effectivement, sa fin, c'est l'accident du train, fait qu'il est ridicule à jamais, et en même temps, c'est par l'accident du train qu'on le connaît. Tous les autres hommes politiques de la troisième qui ont été présidents, qui ont été honorables, etc., hormis Clémenceau ou 2-3 figures, on les a oubliés. Même Poincaré, aujourd'hui, hélas, peu de personnes le connaissent. Qui se souvient de Louis Barthou, qui se souvient de Viviani, qui se souvient de tous les gens comme ça, quoi. Donc il n'est pas si oublié que ça, c'est ça que vous voulez dire. Il est peu connu, on va dire, quand même. Voilà. C'est grave. La postérité, au moins, le film permet ça. Il y a très peu de rues Paul Deschanel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le débat, des places Paul Deschanel, des avenues Paul Deschanel. Il y en a très peu. Par rapport à Clémenceau, il est battu à plat de couture, ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Pessac et dans les autres salles? Logiquement, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, vous pouvez adresser vos questions. Je parle pour les autres salles par SMS. Et donc un micro, je vais passer mon micro, va passer dans la salle. Voilà, déjà une question ici.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais simplement poser une question pour toujours la recherche de la part de vérité. Dans la disparition, après la chute du train, combien de temps s'est-il passé avant son retour officiel ? Dans le film, on voit passer plusieurs soirées, donc on peut imaginer 48 heures ou 3 jours, je ne sais pas. Donc c'est la question que je pose au biographe. Et puis la deuxième aussi, c'est peut-être l'étonnement que la dame, non pas de compagnie, mais la dame de plaisir, soit la même que pour l'un et pour l'autre. Merci. Pour la chute du train, de mémoire, il est tombé dans la nuit du samedi au dimanche. Et il est rentré le mercredi matin à Paris. Il a été retrouvé avant, mais sauf qu'il n'a pas voulu prendre le train pour rentrer. Et il est rentré le mercredi matin. Il a dormi à la préfecture le mardi soir. Et il est rentré avec une voiture le mercredi matin. Donc ça laisse quand même... On sait très peu de choses. Hein. Enfin, je ne sais pas si peut-être tu en sais plus que moi. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé réellement. Moi, je suis allé à Mignerette, c'est un lieu-dit à côté de Montargis, là où il est tombé. En me baladant, j'ai trouvé le nom du fils du garde-barrière sur le monument aux morts. Donc on a imaginé cette petite histoire, mais c'est une totale imagination. Mais voilà. Bon, évidemment, les bolcheviks sont pour rien. Hein. Oui. Ça, pardon, ça fait partie des trucs sur lesquels j'ai pas résisté. C'est vrai que c'était assez truculent de voir Clémenceau imaginer ça, mais c'est totalement faux. Alors, la deuxième question. Et c'était quoi? La deuxième question, c'est ils ont la même... Alors moi, il fréquentait le même établissement qui moi se trouve rue de Choiseul. J'avais eu des informations là-dessus. Je ne connaissais pas le côté bordel de Deschanel. C'était un salon. Ah, c'est pas pareil, un salon. Ah bah non, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Ah, il y a les salons littéraires, on ne parle pas des mêmes. Oui, moi, j'ai une question. Paul Deschanel apparaît complètement isolé politiquement, même de ses relations avec les autres hommes politiques. Est-ce que c'est parce que vous avez fait le choix de faire d'autres films un peu sous le caractère onirique plutôt que politique, comme vous l'avez dit? Mais est-ce que dans la réalité, il avait quand même des échanges avec d'autres? Là, il paraît complètement isolé tout le temps, quoi. Il n'était pas aussi isolé qu'on le décrit dans le film. C'est toujours pareil, une volonté de romancer les choses qui fait qu'on a voulu le faire un peu seul contre tous, contre toute une classe politique qui était... Après, il était vraiment sans étiquette ni épithète. Il n'avait pas vraiment de parti. Enfin, il n'avait pas de parti. Il avait toujours refusé de participer, comme le disait Thierry, à un gouvernement. Il n'était pas à ce point-là isolé, mais ça fait partie des petites libertés, quoi. Effectivement, il avait des amis. Il n'a pas été élu avec 750 voix sans avoir des... Il n'y a pas 750 personnes qui étaient que contre Clémenceau. Il y a aussi 750 personnes qui étaient pour Deschanel. Il était très proche de Poincaré. Moi, j'ai retrouvé aux archives, il y a eu des échanges de courriers entre Deschanel et Poincaré. Il demandait des conseils, d'ailleurs, même à Poincaré, sur certains points de Constitution. Est-ce qu'il peut faire ci ou ça? Et Poincaré lui répondait. Non, il n'était pas aussi isolé. En revanche, à l'intérieur du gouvernement, ça, c'est exact. Effectivement, Millerand, ayant été nommé par Poincaré, ayant voulu jouer sa propre carte, ne l'écoutaient pas. Et les ministres, effectivement, ça c'est vrai, ne l'écoutaient pas. Mais bon, il y avait quand même plus de personnes qui étaient proches de lui que ce côté... Il y a un petit côté dans le film où j'ai bien aimé, c'est Monsieur Smith au Sénat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Il y a un petit côté, effectivement, le naïf qui va un peu tout bouleverser. Bon, dans la réalité, c'était quand même pas exactement ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le film. Merci. Et j'ai aussi une mention particulière pour le choix des musiques additionnelles en rapport avec le rythme Gamblin, toujours en mouvement sur Brahms. Enfin, cette séquence-là est hilarante. Mais ma question pour les deux est relative à Madame Deschanel. Parce qu'à côté des discours féministes, je dirais, enfin des propositions de Deschanel, le portrait que vous tracez quand même de Madame Deschanel, qui est à la fois une amoureuse pleine de confiance dans son mari, mais qui est l'instrument aussi de ses ennuis. On a l'impression qu'elle s'est laissée manipuler par Clémenceau avec un médecin militaire. Enfin,
voilà, on est presque dans la sphère du complot, et elle ouvre malencontreusement une porte pour que le discours, c'est très poétique, c'est magnifique, mais enfin, du coup, elle est vraiment l'instrument, un instrument un peu, c'est pas, voilà, elle fait le malheur de son homme. Elle fait le malheur par amour, parce que parfois on fait le malheur par amour. Moi, ça me plaisait d'écrire un personnage comme ça. J'ai absolument aucun élément qui me permet de penser ça. Mais je trouvais que c'était joli d'avoir un couple aimant comme ça au plus haut sommet de l'État, et qu'elle soit, oui, qu'elle soit la personne qui donne, ouais, qui donne comme ça presque la mort à son mari, quoi, et par amour. Ouais. Enfin, je trouvais que ça donnait un espèce de truc un peu de tragédie que je trouvais joli. C'était effectivement un couple très très aimant. Ils se sont mariés assez tard, au tournant du siècle. Deschanel était pendant très longtemps célibataire. C'était le plus beau parti de la République. Et tous les ans, on l'annonçait comme on l'annonçait épousant telle ou telle personne. On a même dit à une époque qu'il épouserait. Alors on a eu Cécile Sorel, on a eu je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Imbert, qui était une escroquerie. Et soi-disant l'héritière allait épouser Deschanel. Et puis à un moment, il a épousé cette femme qui en fait est un bon parti, puisqu'elle est la fille d'un secrétaire perpétuel de l'Académie française et la petite fille d'un député, je crois, d'Ille-et-Vilaine. Et effectivement, il y avait une grande différence d'âge entre les deux. Elle était beaucoup plus jeune. Et il y avait véritablement une grande osmose entre eux. Alors effectivement, après, il y a la part de la fiction, presque du polar, avec le Véronal et l'aide nocive qu'elle lui apporte. Mais voilà, c'est vrai que c'était un vrai couple. Alors, une question de notre salle. Bonsoir. Paul Deschanel, ça s'éteint. A-t-il guéri et de quoi est-il décédé? Alors, je crois que c'est dit dans le dernier carton. Paul Deschanel a-t-il encore des descendants? Merci. Et donc... Alors, il a démissionné. Ensuite, il est allé se reposer, effectivement, à Rueil. Après, il s'est représenté en Eure-et-Loire pour devenir sénateur. Il a été élu et il est mort en 1922, donc 2 ans après, d'une pleurésie. Donc effectivement, son état de santé n'était pas très bon. Il y avait quand même toujours des conséquences de ce qu'il avait vécu. Il préparait ce fameux grand discours, mais il était tout à fait conscient que c'est terrible psychologiquement, qu'il était ridicule et qu'il serait, il le dit d'ailleurs dans certains courriers, qu'il serait toujours le président tombé du train et celui qui avait dû démissionner. Et c'était quoi la deuxième question ? S'il avait des descendants. Oui, il y a des descendants que j'ai rencontrés quand j'ai fait ma biographie. J'ai rencontré sa petite fille, qui est une femme formidable. Il y a beaucoup d'ayants droit, c'est-à-dire de familles, de personnalités publiques, qui n'aiment pas qu'on fasse des livres sur des membres de la famille, qui surtout veulent en général que les livres soient uniquement dans un sens et dans leur sens à eux et grosso modo qu'on trahisse un peu l'histoire pour leur faire plaisir. Et Madame Dupin, quelqu'un qui était vraiment formidable, a ouvert les archives et n'a jamais voulu intervenir sur l'écriture ou quoi que ce soit, parce qu'elle considérait que l'histoire était plus importante que de vouloir trahir la vérité. Alors, j'ai une question de... la comédienne américaine Deschanel, oui. Zoé Deschanel, est une lointaine héritière. Alors, une question de Biarritz. Pourquoi avoir terminé par un sous-titre sur Clémenceau en confondant souci de postérité et de prospérité? C'est une coquille qui... Voilà, vous avez encore 48 heures pour la changer avant la sortie du film. Alors, autre question. Paul Deschanel a-t-il institué réellement le suffrage universel? Non, pas du tout. Ah bah pas du tout, non, pas du tout. Voilà, hein, donc c'est pas dit dans le film, il l'évoque comme un... Non, il le rêvait, il militait pour... c'est comme la peine de mort, hein. Elle était C80, donc il militait pour, etc. Mais ça n'a pas été fait. Ça fait partie de ses idées visionnaires. Il était pour la proportionnelle. Voilà, en estimant que, parce qu'à l'époque, il y a eu différents modes de scrutin, scrutin de liste et scrutin qu'on a connu, nous, qu'on connaît aujourd'hui pour les législatives, c'est-à-dire à 2 tours. Mais lui, il était pour la proportionnelle pendant très longtemps. Alors, Andernos, merci beaucoup pour ce film et cette discussion. Alors, une autre question. Pourquoi cette scène ridicule et fausse du bassin et des feuilles de discours envolées? La vérité historique n'y gagne rien. Ça, c'est... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre. Ben oui. Là, la tentation poétique était trop grande, encore une fois.
effectivement, donc je pense qu'à ce moment-là, on ne pense plus à une véritable réalité historique quand des feuilles s'envolent par la fenêtre. L'idée, c'était de rassembler un peu cette anecdote de l'histoire de la maison de Rambouillet, où on l'avait retrouvé dans le bassin, et puis tout ce qu'on avait raconté sur lui. Nous, voilà, encore une fois, je précise, on a fait un travail de cinéma, de fiction par rapport à toute cette histoire. On s'est servi, on s'est inspiré de tous les faits réels pour en tirer un film. Et voilà, moi je trouvais que dans la trajectoire de tragédie que connaissait le personnage, que son inspiration soit symbolisée par les feuilles de son discours qu'il essaye tant écrire depuis longtemps et qu'il n'arrive pas à écrire et qu'elle s'envole, moi je trouvais que ça avait un petit sens symbolique mais pas historique. François, il y a une question en salle si tu veux la prendre. Oui, bonsoir. Dans le film, il est mentionné dès l'élection du président Deschanel que celui-ci suspend le traité de Versailles et qu'il est rétabli à sa démission. Donc j'aurais voulu savoir, pendant les 6 mois de suspension, quelles avaient été les incidences sur les relations au moins bilatérales entre l'Allemagne et la France et sur les relations internationales. C'est de la fiction, madame. C'est de la fiction, oui. Il n'a malheureusement pas réussi à suspendre le traité de Versailles. Non, effectivement, il n'a pas du tout pu le faire. Il ne pouvait pas le faire. Donc là, c'est vraiment une part de fiction. Alors, si vous vous intéressez effectivement, je vous invite à lire mon livre. Si vous vous intéressez effectivement aux aspects purement, réellement historiques, il y a d'autres. Mais ça, c'est la magie poétique d'un film. Imaginez par exemple un élément tout simple. On voit par exemple Paul Deschanel dans le film, qui est dans les mêmes locaux que son président du Conseil. Alors qu'on sait bien qu'il y a l'Élysée et il y a Matignon. Après, c'est des contraintes, effectivement, de décors, de choses comme ça. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui font partie de la fiction. Mais après, moi, si le film permet à chacun d'avoir envie d'aller voir ailleurs, de savoir ce qui s'est réellement passé, 2000%, applaudissements. Et scénaristiquement, en fait, cette scène de premier Conseil des ministres où Deschanel tape du poing sur la table et se fait respecter, pour le coup, c'est purement de la fiction. Le pauvre Deschanel avait sans doute déjà commencé à prendre du Véronal au premier Conseil des ministres, puisqu'il s'est senti fragile très très vite et qu'il n'avait malheureusement pas cette autorité. On avait besoin, scénaristiquement parlant, d'une sorte de petit état de grâce pour que le spectateur croie un peu en lui. Pendant un moment, ça fait partie de notre travail de fiction. Pardon. Oui. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est qu'il y a une contraction dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui soit précèdent, enfin des discours, soit précèdent le temps où il est président, soit lui succèdent, comme le fameux discours. Donc effectivement, ça oblige à tordre la réalité. Mais c'est pour ça que je disais que ce n'était pas un biopic au départ. C'est vraiment, voilà, c'est une comédie, c'est une fable sur le pouvoir, sur le naïf face au retors, etc. Mais il ne faut pas le prendre comme faut le prendre comme une évocation. Il ne faut pas le prendre comme vérité historique. Il n'y avait pas de flamant rose. Il n'y avait pas de flamant rose qui traînait à l'Élysée. Alors, il y a une question de Vérac très précise. Où ont été tournées les scènes élyséennes? Alors, les intérieurs Élysée, on a eu la chance de tourner au Quai d'Orsay, qui n'a pas bougé. Et l'extérieur, c'était dans les jardins de l'Élysée. On a d'ailleurs eu la visite sympathique de Brigitte Macron. Alors, les scènes du bordel, c'est un lieu incroyable qui est au Quai d'Orsay. C'est la salle de bain. Il y en a une dorée pour madame et il y en a une argentée pour monsieur, ou c'est l'inverse, qui ont été construites dans les années 30 pour l'avenue du roi d'Angleterre et de son épouse. Et c'est une vraie salle de bain, toute la mosaïque, etc., qui est au Quai d'Orsay. C'est incroyable à voir. Et d'ailleurs, Winston Churchill était resté coincé dans la salle de bain dorée. Il avait fait ventouse au fond du truc. Il a dû demander de l'aide à des huissiers qui n'osaient pas rentrer. Et ça, par contre, c'est vrai. Alors. Et ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça, on le met dans un film, on ne nous croit pas. Ah bah oui, forcément. C'est ce que vous dites au début du film. C'est-à-dire exactement. Que... Voilà. Alors... bonsoir. Où repose Monsieur Deschanel, pardon. Merci de nous éclairer sur un homme qui ne méritait pas l'oubli, semble-t-il. Très beau film. Voilà. Donc, où repose-t-il? Il est au
cimetière de Montparnasse. Voilà. Et donc, il est vrai qu'il a demandé à ce qu'il n'y ait aucun discours, lui qui parlait tant. Effectivement, demandé à ce qu'il n'y ait aucun discours. Et on le disait tout à l'heure, il y a une impasse Paul Deschanel. Alors là, on en parlait avant de venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une avenue Émile Deschanel à Paris. Et quand Paul Deschanel est décédé, les autorités ont suggéré qu'on transforme l'avenue Émile Deschanel en avenue Paul Deschanel. Et la famille a considéré que ça aurait été de très mauvais goût. Et donc, ils ont préféré qu'il n'y ait pas du tout à Paris d'artère portant son nom. Il y a une statue de Paul Deschanel à Nogent-le-Rotrou, puisque c'était sa ville, voilà, qui existe toujours. Et à Bruxelles, il y a une grande avenue, par contre. Une grande avenue Paul Deschanel qui mène à l'hôpital. Oui. Maison de garde-barrière. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je reviens sur la question du traité de Versailles, où on voit au début du film Paul Deschanel qui a vraiment des idées très prémonitoires de la suite de l'histoire. Et a-t-il vraiment eu ces idées? Mais je pense que oui, vu toutes les idées novatrices qu'il avait. Mais était-il seul à partager cette inquiétude quant à la suite, enfin dans le milieu politique, je veux dire, quant à la suite du traité de Versailles? Non, il y en a d'autres effectivement qui la partageaient, mais c'était peu audible à l'époque. Il y avait un tel besoin après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale de croire que tout allait se résoudre, que effectivement c'était peu audible. Ce qui supportait pas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était l'Autriche-Hongrie disloquée, le fait que l'Allemagne ne paierait pas. Il était convaincu que l'Allemagne ne paierait pas, et d'ailleurs c'est ce qui s'est avéré. L'Allemagne n'a pas pu payer, n'a pas voulu, même à certaines périodes. Il considérait vraiment qu'en plus, en humiliant l'Allemagne, c'était très intéressant chez lui. Il a été un des rares hommes politiques qui a beaucoup voyagé pendant très longtemps. À une époque, même, on a failli le nommer ambassadeur de France en Russie. Donc il avait vraiment un goût pour l'étranger. Et toute une partie de sa vie, juste avant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'était beaucoup des discours sur la politique étrangère. Donc il connaissait réellement les pays. Et il était convaincu que le traité humilierait les Allemands tellement que ça ne pouvait conduire qu'à une nouvelle guerre. Il voyait dans le traité tous les points qui, effectivement, ont conduit à la suite. Alors, pour finir sur... effectivement, il y a d'autres personnes qui pensaient comme lui, mais bon, il n'avait plus l'autorité ni la légitimité, c'est ça qui est terrible, pour pouvoir porter ce discours-là et être entendu. Alors, une dernière question, ou deux dernières questions. Bonjour, merci. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris des choses également. J'ai apprécié beaucoup l'utilisation des décors, les costumes et les lumières sont superbes. Mais j'ai un petit problème quand même. Dans plusieurs films récemment que j'ai vus, il y a des fausses archives. Et là, vous avez tourné des fausses archives et moi, ça me pose des problèmes. Comment vous le défendez ? Pardon, je ne vous vois pas. Les fausses archives, ouais. Sur la droite. Des fausses archives, ouais, on a utilisé des vraies archives, on a tourné nos archives et on a tout mélangé. L'idée, c'était de brouiller un peu les pistes pour... Ben oui, pour brouiller les pistes, ouais. Mais j'ai envie de dire Clémenceau l'a fait avant nous. Et oui... non, je comprends que éthiquement ça puisse déranger, mais c'est un parti pris que moi j'assume. Mais alors, moi, je voudrais juste dire un mot par rapport à ça, parce que effectivement, c'est une question de fond sur la relation au spectateur. Il y a quand même, à partir du moment où on voit André Dussolier ou Jacques Gamblin dans les fausses archives, on se dit bien que c'est des fausses archives. Voilà, parce que la ressemblance n'est pas à ce point. Donc, je pense qu'il y a quand même un signal qui dit assez rapidement, bon, et puis avec la musique un peu en accéléré, voilà. Donc, je comprends votre réserve, mais je trouve que
que c'est une forme de jeu, en fait. C'est une forme de jeu. L'idée, c'était de jeu stylistique, un petit peu. Exactement. Et de rendre hommage au cinéma de l'époque, au cinéma burlesque. Moi, je suis un grand fan des Buster Keaton et Charlie Chaplin, avec cette mise en scène un peu frontale. Je trouvais que présenter le personnage de Clémenceau agrippé à la poignée de sa voiture en train de rouler à toute berzingue dans Paris, c'était à la fois une manière de nous plonger dans l'époque, et en même temps d'avoir une sorte de pacte avec tacite avec le spectateur. C'est on va vous raconter une histoire, va pas falloir tout croire, on va essayer de bien s'amuser, de passer un bon moment. Enfin, c'était ça un petit peu mon intention. Alors, moi je pense que ça va aussi avec le côté. En fait, ce film, faut le prendre pour une distraction. Il faut le prendre vraiment pour une comédie, je disais tout à l'heure une fable. Et le jeu avec les archives, c'est comme le jeu avec la véracité au millimètre près historique. On l'emporte avec nous, on le vit avec nous, mais il ne faut pas le prendre pour 100% vrai. Les archives de la même manière. Il y a une question, pardon, je sors de mon rôle, mais comment vous avez choisi les comédiens? Comment Gamblin et Dussolier ont accepté? Voilà, on y vient. Quand même. Voilà. J'ai essayé de la poser tout à l'heure, quand même, la question. Allez-y. Jacques Gamblin, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Chaque fois, je ne loupe aucun de ses spectacles. Je trouvais que l'élégance intellectuelle des Chanel devait se voir dans le physique du personnage. Comme je savais qu'on allait passer par des plans assez larges où on allait avoir vraiment l'acteur en pied. C'est-à-dire de toute sa taille, qui allait marcher dans ses grandes pièces avec des plafonds à 9 mètres, un peu comme un petit personnage de Sampé perdu sous un grand lustre et tout ça. Il fallait vraiment avoir un personnage ultra vertical et très très fin. Et je dois dire que je me souviens de l'émotion du premier jour où il a essayé la queue de pie. On était dans une petite pièce de 8 mètres carrés où il a essayé, et je me suis dit, mais c'est parfait, quoi. Et en plus, il s'est fait pousser la moustache, donc lui-même, c'était sa propre moustache. Il a eu un engagement de bout en bout sur le film, et je voudrais lui rendre hommage, de même qu'André Dussolier, où là, pour le coup, on était sur... voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'était quelqu'un, il me fallait une voix pour pouvoir balancer ces phrases lapidaires, quoi. Et André, j'avais lu une interview, il se disait, j'en ai marre de faire les gentils. Je me suis dit peut-être que ça peut tomber, alors je suis allé un peu traqueux avec mon scénario entre les bras à la sortie du théâtre, et je lui ai demandé, il m'a très gentiment reçu pendant 15 minutes, et je lui ai expliqué le truc, et 3 jours après il nous disait oui. Et Mitterrand, Christian Eck. Christian Eck est un comédien tout le monde le connaît, mais c'est un tel comédien, et puis il comprend tellement vite. Et puis voilà, pour le coup, je peux pas croire qu'on puisse se dire que c'est réaliste avec Christian Eck, et pourtant c'est juste. C'est ça qui est incroyable. Alors, on peut confirmer quand même le fait que Paul Deschanel était quelqu'un qui soignait beaucoup sa façon de s'habiller, qui était très élégant. On le voit dans le film, mais ça correspond à une réalité qu'on retrouve dans la presse pendant toute sa carrière, en fait. C'était le dandy de la République. Très tôt, il a vraiment fait attention à sa tenue. C'était à la fois un goût personnel, c'était aussi une manière de faire aimer la République. Il a beaucoup fréquenté les salons, il a beaucoup fréquenté l'aristocratie. Quand on est le fils d'un proscrit du 2 décembre, c'était pas forcément évident. Mais c'était une manière, en montrant qu'on était bien mis, de montrer que la République, c'était pas uniquement des sans-culottes, enfin je caricature, mais et donc il y a aussi cette volonté-là. Au-delà de ça, il a toujours aimé ça. Il y a Bonnie Castellane, qui était un des méchants de l'époque, un dandy aussi, ils se partageaient entre eux les adresses de leur tailleur. Il avait vraiment un goût pour ça. Alors, une toute dernière question de Pessac, puisque j'en ai presque plus d'ailleurs. Donc voilà, ici. Oui. Moi, je voulais juste revenir sur les images d'archives. Alors bon, on m'a pris la place là. Parce que moi j'ai adoré là ce côté images d'archives, mélange. Alors effectivement on comprend que c'est pas vrai, quoi. Mais on se laisse embarquer, le côté noir et blanc couleur. Moi j'ai adoré. Et puis il y a autre chose aussi. Alors Buster Keaton, j'y ai pensé de suite, surtout en voyant Gamblin faire les 100 pas là, avec son allure dégingandée. Et c'est vrai que j'avais envie de dire que oui, on rit, mais en même temps, on est pris. Enfin,
c'est vraiment... Buster Keaton, ça s'imposait dans ma tête parce qu'il y a ce côté tragicomédie, quoi. C'est pas que de la comédie, c'est vraiment burlesque avec le côté des fois grinçant, un petit peu inquiétant même. Hein, on se laisse emporter et ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très bien fait dans le film. Alors j'ai une petite question. Alors, est-ce que... Alors ça s'adresse peut-être à l'historien, là maintenant, au biographe. Est-ce que le rôle de Clémenceau dans le choix du médecin, c'est inventé ou c'est... Complètement. D'accord. Oui, là on est dans le complot, là. On est dans le complot. C'est bien trouvé. Merci beaucoup à nos deux invités. Merci de votre attention.